Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à notre 9e rendez-vous webinaire d'actualité IREO. Comme toujours, vous ne pouvez pas venir à l'IREO, mais l'IREO vient à vous dans le cadre de ces webinaires. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Pauline Derville pour nous faire un petit point d'actualité sur les licenciements économiques collectifs. Je vous rappelle que le chat est à votre disposition, comme toujours, que cette plateforme est optimisée pour Google Chrome. Donc, si vous avez des soucis de navigation, n'hésitez pas à actualiser votre navigateur. Pareil, si vous avez des soucis de son, actualisez votre page. Vous avez également un onglet questions qui est à votre disposition où je recevrai toutes vos questions pendant l'intervention de Pauline Derville. Nous tenterons d'y répondre à la fin de son intervention si elle n'avait pas donné des éléments de réponse pendant celle-ci. Et les questions qui n'auront pu être évoquées à la fin de cette intervention feront l'objet d'un petit retour mail que je transmettrai à tous les participants à ces webinaires. Je vous dis à tout de suite sur le chat et sur le forum des questions et je laisse la parole à Pauline. À tout de suite. Bonjour à tous, donc Pauline Derville, je suis juriste en droit social spécialisée en relations collectives. Donc j'interviens dans les cadres normés par le Code du travail, tout ce qui est expertise comptable et expertise en santé au travail pour les CSE, accompagnement à la négociation des organisations syndicales, et puis je forme également les représentants du personnel sur les différents sujets d'actualité sociale. Alors, on commence le webinaire sur les licenciements économiques, du petit licenciement collectif au PSE. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner quelques éléments de compréhension et de cadrage si vous savez que votre entreprise a été durement impactée par la crise sanitaire engendrée par le Covid-19 et que des licenciements économiques sont à craindre. Alors, un premier point sur le motif économique dans son approche juridique. Donc, la définition du licenciement économique est posée à l'article L1233-3 du Code du travail, que je vous laisse aller lire dans le détail. Donc, en synthèse, ici, cet article implique la réunion d'un élément d'ordre matériel ou objectif, ainsi que d'un élément causal. Donc, pour commencer, un commentaire sur l'élément matériel. Comme vous pouvez le voir en haut de la slide, l'élément matériel peut constituer en une suppression de postes pure et simple, très classiquement, mais aussi en la répartition des tâches réalisées par un salarié entre les autres salariés de l'entreprise. Ceci, très classiquement, afin d'économiser le gain d'un emploi. L'élément matériel peut également résulter d'une transformation d'emploi, c'est-à-dire d'une modification de la nature de l'emploi, mais également d'une modification refusée d'un élément essentiel du contrat de travail. Donc, ces deux derniers cas d'éléments matériels sont souvent moins connus des salariés et peuvent entraîner de l'incompréhension au moment où on leur fait une demande de modification de contrat de travail, par exemple. Mais effectivement, d'un point de vue juridique, on peut finalement être licencié économique, non parce que son poste est supprimé, mais parce qu'on aura refusé une modification d'un élément essentiel du contrat de travail. Donc en fait, dans la pratique, la modification du contrat de travail envisagée est soumise à un régime et à des conséquences différentes selon qu'elle entraîne une modification du contrat de travail ou un simple changement des conditions de travail du salarié. Donc, lorsqu'il s'agit d'un simple changement des conditions de travail du salarié, elle peut être imposée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Et dans ce cas-là, le refus du salarié ne peut pas être envisagé. À l'inverse, l'employeur peut proposer une modification ou d'un élément ou de plusieurs éléments essentiels du contrat de travail du fait d'un motif économique. C'est ici l'hypothèse du licenciement économique. Dans ce cadre, où l'employeur souhaite modifier un élément essentiel du contrat de travail, cette modification, assimilée à une modification du contrat de travail, nécessitera l'accord du salarié concerné. Et donc, en cas de refus du salarié, l'employeur qui ne souhaite pas renoncer à sa proposition de modification du contrat de travail devra alors licencier le salarié en respectant la procédure de licenciement pour motif économique. Donc, pour mémoire, les éléments essentiels du contrat de travail ne font l'objet d'aucune définition légale. C'est la jurisprudence qui, au fil du temps, a consacré certains éléments du contrat de travail. En premier lieu, la qualification, la rémunération et la durée du travail. Un deuxième commentaire maintenant concernant l'élément causal. Donc, depuis 2017, sachez que le Code du travail contient des dispositions relatives au licenciement pour motif économique qui limitent le périmètre géographique d'appréciation du motif économique.
Donc désormais, le Code du travail précise que les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise, si elle n'appartient pas à un groupe, et dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auxquelles elles appartiennent, établies sur le territoire national. Donc je rappelle qu'auparavant, la jurisprudence retenait que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise, ou, si l'entreprise faisait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Donc la notion de groupe allait au-delà des frontières et s'entendait tant des sociétés situées sur le sol national que des sociétés situées à l'étranger. Donc les ordonnances Macron ont mis fin à cette jurisprudence en écartant les entreprises du groupe situées à l'étranger du périmètre d'appréciation de la cause économique. Donc aujourd'hui, le motif économique d'un licenciement n'est plus évalué au niveau international, mais uniquement au niveau national. Donc désormais, une entreprise française, filiale d'un groupe implanté au niveau mondial, pourra procéder à des licenciements économiques, même si le groupe auquel elle appartient réalise des bénéfices au niveau mondial. Donc la situation économique et financière d'une société sera appréciée uniquement au niveau national, abstraction faite de la santé économique et financière des autres filiales situées à l'étranger. Vous avez peut-être entendu parler du jugement concernant les salariés de Goodyear France, Goodyear France qui faisait partie d'un groupe mondial ayant son siège aux États-Unis, et pour lequel le juge a estimé que les seules difficultés économiques de la filiale française ne suffisaient pas pour justifier le motif économique, et que malgré la situation déficitaire de l'établissement d'Amiens Nord, le licenciement était dépourvu de causes réelles et sérieuses. Donc je rappelle que dans cette affaire, les licenciements étaient intervenus en 2014, et donc avant la modification de la législation de 2017 dont je viens de parler. Alors, en pratique, il existe 3 procédures de licenciement économique. Le licenciement économique individuel, qui concerne un seul salarié, le petit licenciement collectif, qui s'applique lorsque 2 à 9 salariés doivent être licenciés pour motif économique, et enfin, le licenciement économique d'au moins 10 salariés sur 30 jours, c'est l'hypothèse des grands licenciements économiques. Concernant l'obligation d'établir ce qu'on appelle un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi, cela résulte de la combinaison de plusieurs articles du Code du travail que vous avez ici. Donc le PSE, c'est en fait un ensemble de mesures qui sont destinées à éviter ou à limiter le nombre de licenciements collectifs et leurs conséquences. Donc il comprend des mesures obligatoires et des mesures facultatives. Il devra faire, comme on le verra, l'objet d'une validation ou d'une homologation de son contenu par la directe. Donc dans les mesures obligatoires, vous avez par exemple un plan de reclassement pour les personnes licenciées, mais également d'autres mesures comme la création d'activités nouvelles par l'entreprise, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience. Le choix des mesures facultatives, quant à lui, incombe au chef d'entreprise. Il peut par exemple s'agir de primes d'incitation au départ volontaire ou de dispositifs de cessation anticipée de l'activité pour les salariés seniors, etc. Donc le PSE, en synthèse, est établi en fonction du nombre de salariés dont le licenciement est envisagé. Il est obligatoire dans les entreprises de 50 salariés minimum lorsque le projet de licenciement concerne 10 salariés minimum sur une même période de 30 jours consécutifs. Donc, à contrario, vous l'aurez compris, dans le cadre d'une entreprise de moins de 50 salariés, il n'y a aucune obligation d'instaurer un plan de sauvegarde de l'emploi. Alors, pour mémoire, je rappelle que le Code du travail prévoit également 2 hypothèses de licenciement successifs qui visent à éviter tout contournement de mise en place du PSE, par exemple en fractionnant les licenciements économiques, c'est-à-dire en procédant par petits paquets, par petits licenciements répétitifs, pour éviter de franchir le seuil de 10 licenciements économiques sur 30 jours et de se soumettre ainsi à une procédure plus lourde. Donc ainsi, pour le législateur, première hypothèse, sont soumises à la procédure applicable pour les licenciements de 10 salariés et plus, donc l'obligation d'élaborer un PSE et de le soumettre à la consultation du CSE, les entreprises de 50 salariés et plus qui ont procédé sur une même période de 3 mois à plus de 10 licenciements économiques sans jamais atteindre 10 salariés sur une même période de 30 jours et qui, au cours des 3 mois suivants, envisagent un ou plusieurs autres licenciements économiques de moins de 10 salariés. Et puis, deuxième hypothèse, dans le même sens, sont soumises également à cette procédure du PSE les entreprises de 50 salariés et plus qui envisagent un ou plusieurs licenciements économiques entre le 1er janvier et le 31 mars, alors que plus de 18 licenciements économiques ici ont été notifiés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, sans que l'entreprise n'ait jamais eu à présenter un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc, dit autrement,
Lorsqu'une entreprise qui emploie habituellement 50 salariés a procédé au cours d'une année civile à des licenciements économiques, à au moins 18 licenciements économiques, sans jamais avoir été tenu de présenter un PSE, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des 3 premiers mois de l'année civile suivante déclenchera l'obligation de mettre en place un PSE. Donc, en synthèse, les éléments causaux qui ont été évoqués sur la première slide rendent les licenciements envisagés économiques. Le nombre d'éléments matériels, donc suppression de poste, refus d'une modification essentielle d'un contrat de travail, transformation d'emploi, consacre une dimension individuelle ou collective au licenciement envisagé. Et puis la taille de l'entreprise est également prise en considération pour déterminer la procédure de licenciement économique applicable à votre cas. Concernant le rôle du CSE maintenant, vous le savez, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés afin de permettre la prise en compte permanente de leurs intérêts dans toutes les décisions relatives à la gestion, l'évolution économique et financière de l'entreprise, à leur organisation du travail notamment, et plus précisément, il doit être consulté sur toutes les questions qui concernent les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, mais également les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise. Donc, je rappelle que la consultation du CSE, ce n'est pas une simple information descendante qui serait évacuée en 1 heure. Pour être utile et efficace, une consultation doit amener l'employeur et les représentants du personnel à échanger leur point de vue sur une situation donnée et à discuter afin d'amender un projet, afin de trouver un juste équilibre entre pérennité d'activité et intérêt des salariés, d'un point de vue maintien des emplois, maintien de l'activité, santé au travail, etc. Donc, l'avis que rendra le CSE à l'issue de cette consultation est également très important parce que si la teneur de votre avis ne lie pas à l'employeur, votre avis peut quand même avoir une vertu pédagogique à l'égard de vos collègues qui n'ont pas le même niveau d'information et de connaissance que les élus. Et puis, dans le cadre des licenciements économiques, l'avis du CSE étant transmis à l'administration du travail, avis que vous pouvez également porter en délégation auprès de l'inspection du travail, un avis étayé avec votre analyse et les raisons de votre positionnement sont toujours très appréciables. Donc, prenez le temps de rédiger en termes clairs, avec des arguments précis pour donner du poids à vos propos, tous les avis que vous seriez susceptibles de rendre dans une procédure de licenciement économique. Et vous pouvez là-dessus vous appuyer sur vos syndicats, sur vos conseils et experts qui vous accompagnent dans cette procédure. Alors, sur l'aspect procédural, concernant le petit licenciement collectif, lorsque 2 à 9 salariés sont concernés par un licenciement économique. Donc, l'employeur qui doit procéder au licenciement collectif de 2 à 9 salariés sur 30 jours pour des raisons économiques doit respecter une procédure en plusieurs phases. Consultation du CSE, auquel il communiquera tous les renseignements utiles sur le projet de licenciement économique, donc aussi bien les raisons économiques, financières ou techniques, que le nombre de licenciements envisagés, les catégories professionnelles concernées, les mesures envisagées pour limiter les licenciements et pour faciliter le reclassement des salariés concernés une fois qu'ils seront licenciés. Ensuite, convocation à un entretien préalable du salarié, envoi d'une lettre de licenciement et en toute fin de procédure, obligation pour l'employeur de notifier à l'administration, c'est-à-dire de l'informer par écrit des licenciements prononcés dans les 8 jours qui suivent l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés. Donc le CSE, quant à lui, au niveau de sa consultation, il a 1 mois maximum pour rendre son avis. En l'absence d'avis, dans ce délai, le CSE est réputé avoir été consulté. Vous l'aurez donc compris, il n'y a donc pas de pouvoir bloquant ou de droit de veto du CSE. Et puis sachez que dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE peut se faire accompagner par un expert technique qui sera financé sur son budget de fonctionnement. Concernant l'aspect procédural, en cas de licenciement économique, en pratique, selon la procédure applicable, les délais de consultation sont différents. Donc, 1 mois, comme on vient de le voir, en cas de licenciement économique de 2 à 9 salariés, et puis d'autres délais applicables en cas de PSE, en cas de grand licenciement économique collectif. Alors, juste un point d'actualité Covid-19. Vous savez que sur l'aspect procédural, afin de favoriser la reprise, les ordonnances prises pendant la crise sanitaire ont permis de déroger au délai de consultation et d'expertise du CSE sur toutes les décisions de l'employeur qui ont pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Donc toutefois, attention, il a été spécifiquement prévu dans les ordonnances et dans le décret du 2 mai que les procédures de PSE
sont exclus de cette logique de raccourcissement dérogatoire. Donc, je reprécise qu'il s'agit du décret du 2 mai 2020 qui ne s'applique pas aux consultations du CSE menées en cas de licenciement de 10 salariés ou plus sur une même période de 30 jours. Donc, ce qui va suivre s'applique totalement au licenciement économique. Donc, en cas de PSE, c'est-à-dire dans les entreprises d'au moins 50 salariés qui envisagent au moins 10 licenciements économiques sur 30 jours, l'employeur doit réunir et consulter le CSE. Le CSE tiendra au moins 2 réunions espacées de 15 jours et au final, il rendra son avis dans les délais suivants. Donc, dans un délai de 2 mois, lorsque le nombre de licenciements envisagés est inférieur à 100, donc entre 10 et 99. Dans un délai de 3 mois, lorsque le nombre de licenciements est compris entre 100 à 249, et dans un délai de 4 mois, lorsque le licenciement est supérieur à 249 salariés. Donc, il s'agit d'un délai calendaire qui se calcule de date à date. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Bien évidemment, il est tout à fait possible de conclure, de signer un accord de méthode prévoyant des délais plus favorables afin de prendre le temps de parvenir à un accord si c'est la voie choisie par votre direction. À l'inverse, il arrive également parfois qu'on propose à des élus de réduire les délais de consultation par accord en contrepartie, par exemple, d'une avancée en termes de mesures sociales. Dans ce cas-là, attention, à mon sens, les discussions et les négociations autour de l'emploi ne doivent pas se résumer à du marchandage de tapis, si j'ose dire. Il s'agit d'une matière importante qui va impacter la suite du parcours professionnel et de la vie de vos collègues. Il faut donc prendre le temps de réfléchir avec les salariés autour de leur métier et de leur évolution, d'en rediscuter entre élus avant que de formuler des revendications ou des contre-propositions. Donc, comme on le dit souvent, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, et ceci est d'autant plus applicable en matière de licenciement économique. Donc, de manière générale, si jamais on vous propose un accord de méthode visant à aménager ces délais, soumettez-le avant à la relecture de votre syndicat, de votre expert ou de vos conseils. Les impacts sur l'aspect procédural sont rarement anodins. Donc, au final, il ne faudrait pas que ça se fasse au détriment des salariés. Alors, en cas de PSE, le CSE peut se faire assister par un expert. L'expert doit permettre aux représentants du personnel d'apprécier le motif économique de la restructuration et d'évaluer ses conséquences sur l'entreprise, sur les salariés menacés de perdre leur emploi, comme sur ceux qui le conserveront le cas échéant. La mission de l'expert comptable, toutefois, n'est pas limitée à la seule analyse du PSE, qu'on appelle communément le livre 1. Cette analyse porte également sur la pertinence économique et organisationnelle du projet de restructuration, c'est ce qu'on appelle le livre 2, et sur la capacité de ce projet à assurer le redressement de l'entreprise. Donc, au format CSE, l'expertise porte désormais sur les aspects économiques et sociaux, ainsi que sur les conditions de travail, et donne lieu à un rapport unique. C'est-à-dire qu'un seul expert est désigné, donc soit un expert comptable, soit un expert en santé au travail, l'expert habilité, charge à cet expert de s'adjoindre les compétences qui éventuellement lui manqueraient. Donc, les délais dans lesquels l'expert doit remettre son rapport sont également fixés dans le Code du travail ou par accord d'entreprise le cas échéant. Et en l'absence d'accord, l'expert doit remettre son rapport dans un délai de 15 jours avant l'expiration des délais de consultation du CSE. Alors, ici, un rappel sur les personnes potentiellement présentes en plénière du CSE. Donc, la partie employeur, avec le président et 3 assistants maximum qui doivent être des salariés de l'entreprise. Dans la partie salariée, les titulaires et les représentants syndicaux, sachant qu'un accord plus favorable peut bien sûr prévoir la présence des suppléants. Et puis, dans la partie invitée, les acteurs institutionnels qui peuvent être présents et les experts du CSE. Au niveau du vote, cette fois, la décision de recourir à un expert financé par l'employeur et le choix de cet expert appartiennent uniquement au CSE. Donc, le président du CSE ne participe pas au vote quand il consulte le CSE en tant que délégation du personnel. Donc, attention, le recours à cet expert se décide impérativement lors de la première réunion du CSE sur le livre 1, qu'on appelle communément la R1L1, réunion 1, livre 1. Il ne faut donc pas louper le coche. Si vous oubliez de procéder à la désignation lors de cette première réunion, il n'y aura plus d'obligation pour l'employeur de financer l'expert du CSE, ni de lui fournir les informations dont vous souhaiteriez avoir connaissance. Donc, vous pourrez toujours choisir de vous faire accompagner par un expert libre, mais celui-ci est financé par le budget de fonctionnement. Donc, pour entériner
le choix de son expert comptable en santé au travail, le CSE, idéalement, procédera par l'adoption d'une délibération à la majorité de ses membres lors de la première réunion. Ne votent que les titulaires ou les suppléants valablement mandatés, bien sûr. Et puis sachez qu'habituellement, c'est l'expert du CSE qui vous rédige la délibération. Donc surtout, prenez bien soin de le contacter en amont. Si vous êtes doté d'une CSSCT, une commission santé, sécurité, conditions de travail, il faudra penser à une articulation efficace et bien en amont entre membres de la CSSCT et le CSE. Gardez en mémoire que désormais, la CSSCT s'apparente à un groupe de travail du CSE en matière de santé, sécurité, conditions de travail. Il n'y a donc plus aucun rôle délibératif au sein de cette CSSCT. Aussi, dans le cadre d'une restructuration, si vous souhaitez que l'impact de la suppression des postes sur la charge de travail soit intégré au cahier des charges de l'expert, il faudra s'être coordonné en amont sur ces aspects avec votre CSSCT. Donc aujourd'hui, c'est bien le CSE qui est l'unique instance délibérative qui peut valablement voter le recours à expertise. Donc en conclusion, une défense efficace de l'intérêt des salariés passe par l'organisation et la structuration interne du CSE. Ici à gauche, définir le cadre des débats, c'est-à-dire identifier les besoins du CSE dans les différentes matières sur les différents aspects d'un PSE, d'un point de vue juridique, financier, économique, social, santé au travail, de quoi avez-vous besoin? Se fixer des objectifs, c'est-à-dire déterminer ce que veut obtenir le CSE. S'il s'agit de se faire accompagner par un expert, votre préparatoire, idéalement, sera consacré à identifier, choisir et contacter l'expert, notamment si vous êtes plusieurs organisations syndicales, tramer le cahier des charges, c'est-à-dire la lettre de mission de l'expert, et ensuite rédiger avec lui la délibération de sa désignation qu'il faudra ensuite adopter. En plénière, donc, il faudra voter et adopter la délibération à la majorité des membres titulaires présents ou valablement représentés. Donc, assurez-vous d'être le bon nombre de votants requis pour que la délibération puisse passer. Et puis ensuite, à l'issue de la réunion, transmettre la délibération complétée par le nombre de voix, par les votes, à l'expert, afin qu'il puisse contacter la direction dans les délais impartis par la loi. Donc, dans une procédure de PSE, ce qu'il faut retenir, c'est que le temps ne joue pas forcément en votre faveur. Sauf accord plus favorable, les délais sont figés. La désignation de l'expert comptable en santé au travail doit avoir lieu lors de la première réunion. Les demandes d'information de l'expert à l'entreprise sont encadrées par des délais stricts. Et le rapport de l'expert doit être présenté au CSE 15 jours avant la fin de la procédure et du rendu d'avis. Donc au sein du CSE, il sera important de bien vous organiser en préparatoire. Hop. Ici, une checklist de ce que vous pouvez avoir à préparer entre vous, lorsque vous êtes entre membres du CSE. Donc, rediscuter l'utilité du recours à l'expertise à discuter entre membres, le type d'expertise que vous souhaitez, est-ce que c'est comptable, est-ce que c'est au santé au travail, est-ce que c'est les deux, est-ce que vous auriez besoin d'un expert libre en plus, par exemple un avocat, quelle est votre capacité en termes de budget de fonctionnement, notamment pour ce qui est expert libre, quel est le choix et la disponibilité du cabinet, donc idéalement se mettre d'accord avant plutôt que d'avoir le débat en plénière devant l'employeur, tramer un peu donc le cahier des charges sur les aspects santé au travail, organisationnels et autres que vous souhaitez que l'expert puisse approfondir, la délibération à rédiger et puis s'assurer que par rapport à la date de la réunion retenue, les titulaires peuvent être présents ou les suppléants s'organiser. Donc de manière générale, dans votre binôme entre titulaires et suppléants, il sera important de vous relayer les informations afin, si besoin, de pouvoir vous remplacer tout au long de la procédure sans être déconnecté des avancées actées en réunion. Alors, un peu plus dans le détail sur l'aspect procédural du PSE. Donc, lorsqu'il consulte les représentants du personnel sur un projet de grand licenciement économique, l'employeur a le choix entre deux procédures, la voie négociée ou la procédure unilatérale. Alors attention, contrairement aux idées reçues, la voie négociée n'est pas obligatoire. Elle est encouragée par l'administration du travail, mais le choix incombe à l'employeur. Donc, en pratique, voici un peu le déroulé. Alors, ne vous inquiétez pas si c'est un peu petit, vous aurez le support. Donc, vous verrez cela un peu plus précisément chez vous. Donc, en haut, la voie négociée et en bas, la procédure de document unilatéral. Donc, ici, le démarrage de l'information consultation du CSE, c'est lors de cette réunion
que doit avoir lieu la désignation d'un expert si vous le souhaitez. Ensuite, un déroulé, 2, 3 ou 4 mois de consultation selon les délais fixés par le Code du travail ou un accord de méthode si jamais vous en avez choisi un. Ensuite, ici, à la fin de la procédure, l'envoi à la directe pour validation ou homologation. La directe qui a un délai imparti par la loi pour rendre sa décision, valider ou homologuer le plan. Et ensuite, selon qu'elle homologue ou pas le plan, mise en œuvre du PSE ou alors retour devant le CSE si jamais l'administration du travail a estimé que le plan n'était pas suffisant, par exemple. Et justement, dans ce dernier point de ce webinaire, ici vous aurez donc en détail le PSE voie négociée et puis le PSE sur la voie unilatérale, avec les instants clés, notamment sur la première réunion, au cours de laquelle il faut procéder à la désignation d'experts si vous le souhaitez. Et donc, dernier aspect de ce webinaire, le rôle de la directe. Donc, la directe, ce sont les services déconcentrés de l'État au niveau des régions, qui sont sous co-tutelle du ministère de Bercy et du ministère du Travail. Donc, ici, au milieu, le pôle T, où vous retrouvez votre inspecteur du travail habituel, celui qui est en charge du contrôle de l'application du droit du travail. C'est également celui-ci qui est sollicité lorsqu'on envisage de modifier ou de rompre le contrat de travail d'un salarié protégé. Et puis, à gauche, ici, un peu moins connu, le pôle 3E, entreprise, économie, emploi. C'est le pôle qui est en charge des politiques en faveur de l'accès et du retour à l'emploi sur un bassin d'emploi donné. Donc, ce sont ces inspecteurs-là qui sont en charge d'étudier, de valider ou d'homologuer notamment toutes les procédures de PSE à l'issue des consultations du CSE lorsque vous rendez vos avis. Donc, lorsque vous envisagez de rencontrer l'administration du travail, dans un contexte de restructuration, idéalement, il faut que les deux inspecteurs du pôle T et du pôle 3E soient présents afin qu'ils puissent se coordonner sur votre dossier, chacun dans son champ de compétences. Donc ici, en synthèse, quelques éléments à anticiper pour structurer une rencontre avec la directe. Donc ne partez pas du principe que les inspecteurs vous connaissent par cœur, même si vous êtes une grosse entreprise du secteur d'activité ou de la région. Donc tous ces éléments ici sont autant d'indicateurs qui permettent à l'inspecteur de resituer et de contextualiser votre entreprise. Donc présentation de l'entreprise, les différentes entités du groupe ou de l'entreprise, si jamais vous êtes multi-établissement, les activités, les différentes activités principales, l'effectif, la convention collective applicable. Présentation du paysage IRP syndical, donc la date des dernières élections professionnelles, la durée des mandats éventuellement, le nombre et le périmètre du ou des CSE, si vous avez une CSSCT et d'autres commissions au sein du CSE, la répartition des élus par collège et par site, les OS présentes, les audiences électorales recueillies par chaque OS, et puis l'identité des délégués syndicaux. La procédure en cours, est-ce qu'il s'agit d'une procédure de 2 à 9 salariés, est-ce qu'il s'agit d'un PSE, et s'il s'agit d'un PSE, est-ce qu'on est sur la voie négociée ou sur la procédure de document unilatéral. Vos premiers éléments d'analyse, les résultats d'un sondage ou d'une enquête si jamais vous avez sollicité les salariés, la demande d'appui, et puis idéalement les signatures unanimes. Donc ici, l'idée est de présenter synthétiquement en introduction ces différents éléments, ce qui permettra ensuite de consacrer l'essentiel du rendez-vous aux problèmes de fond qui vous préoccupent et de réfléchir avec l'inspecteur aux moyens d'action pour faire évaluer la situation. Donc attention, un rendez-vous, une rencontre avec la directe, ça se prépare, c'est un exercice pour les représentants du personnel, donc ça se structure impérativement. Direct, qui en fin de procédure de consultation du CSE procédera à un contrôle qui varie en fonction de la procédure choisie dans l'entreprise. Donc ici, en cas de PSE résultant d'un accord majoritaire, le PSE sera présumé conforme aux exigences légales et le contrôle sera de pure légalité. Donc on parle ici de contrôle restreint. À l'inverse, lorsqu'une homologation de document unilatéral est sollicitée, le contrôle sera plus strict. La directe va s'assurer que le PSE est notamment proportionné aux moyens du groupe auquel l'entreprise appartient et qu'il comporte des mesures sociales qui favorisent véritablement le retour à l'emploi. Plus précisément, elle va vérifier notamment que les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement tiennent compte de la situation des salariés et en particulier de leur employabilité compte tenu de la situation du marché du travail, mais également de la situation du ou des territoires où le licenciement collectif sera mis en œuvre. Et puis dans les deux cas,
l'absence de réponse expresse de la directe vaut validation, homologation tacite de l'accord ou du document unilatéral. Il faut donc avoir anticipé cet aspect de la procédure en ayant identifié, voire même rencontré les acteurs institutionnels qui ont un rôle à jouer dans la procédure de licenciement économique. Voilà pour ces éléments de cadrage. Eh bien, merci Pauline. Donc ici, on a eu quelques questions. Alors, j'en retiens une particulièrement. La question de Marc qui nous demande « Quid du sort des IRP dans un PSE? Leur statut de salarié protégé est-il toujours valable ou non ?» Bien sûr. Donc, si jamais il y a une rupture, une modification du contrat de travail, on vous applique la protection liée au mandat avec l'obligation pour l'employeur de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail. Donc, bien sûr, ça n'aura lieu qu'à la fin, au moment de la mise en œuvre des licenciements, mais bien évidemment, les salariés, les représentants du personnel peuvent être concernés par des licenciements économiques. Donc, la protection liée au mandat, hein, c'est vraiment une procédure en parallèle qui vient s'adosser à une procédure de rupture du contrat de travail, mais bien sûr, vous bénéficiez de la protection liée au mandat et de la nécessité d'avoir l'autorisation de l'inspecteur du travail. Alors, autre question posée par plusieurs, est-ce que selon toi, Pauline, il y a des moments pièges, des moments cruciaux dans la procédure auxquels les IRP doivent être particulièrement attentifs et sur lesquels doivent se concentrer l'essentiel de leur mission? Alors oui, bien avant que la consultation du CSE ne commence, lorsque éventuellement l'employeur vous propose des accords de méthode pour aménager la procédure, ça c'est un instant clé, il faut impérativement solliciter une expertise extérieure, donc syndicale, avocate, expert. Il y a trop d'impact d'un accord de méthode sur une procédure, donc il ne faut surtout pas signer et contacter après vos conseils. Et puis deuxième moment clé, si vous souhaitez vous faire accompagner, c'est la fameuse première réunion à laquelle le Code du travail impose de procéder à la désignation de l'expert. Alors dans la pratique, après ça dépend du niveau de dialogue social de vos structures, les employeurs savent que lorsqu'on commence à licencier en entreprise, ce n'est pas le moment de braquer les représentants du personnel en essayant de filouter, si j'ose dire. Donc souvent, c'est dans la transparence, le président du CSE vient voir le CSE en leur demandant si vous avez l'intention de vous faire accompagner par un expert pour éviter de tendre le rapport, le dialogue social, et que lui sache un petit peu ce qui va se passer pendant la première réunion. Donc, tout dépend du niveau de dialogue social, mais oui, avant le démarrage de la procédure, tout ce qui est accord de méthode, désignation des experts, ce sont des points sur lesquels il faut être très attentif pour ne pas louper le coche, ce qui après vous desservira, risque de vous desservir, puisqu'on est sur une matière très technique. Alors ensuite, une question à propos des frais de l'expertise que nous pose Marc en cas de PSE, sur qui reposent les frais de l'expertise. Alors je pense que tu nous l'as un petit peu indiqué, mais est-ce que tu peux le repréciser de façon synthétique ? Oui, alors l'expert du CSE qui doit être désigné dans la première réunion R1 livre 1, c'est un expert 100% pris en charge par l'employeur. C'est pour ça qu'il ne faut pas louper le coche de cette première réunion. Si vous loupez le coche, du coup, on sort un peu de cette obligation. Il n'y a plus d'obligation pour l'employeur de financer l'expert. Donc, soit votre employeur est d'accord parce que, par exemple, il cherche à aboutir à un accord et il pense qu'avec les conseils de votre expert, on a plus de chances d'y parvenir, soit il n'y a plus d'obligation. Et donc, si vous loupez le coche, le plan B, si j'ose dire, c'est la désignation d'un expert libre, mais qui, cette fois, se finance sur le budget de fonctionnement. Et parfois, selon le nombre de licenciements envisagés, comme c'est une matière quand même assez technique, expert comptable plus avocat, ce n'est certainement pas de trop. Donc, l'expert comptable du CSE en réunion livre 1, c'est un expert 100% à charge de l'employeur. Mais je répète, le choix de l'expertise et le choix de l'expert sont des décisions qui appartiennent au CSE. D'accord, merci. Mohamed qui nous demande si il y a une limite dans le nombre de départs volontaires, car son employeur appelle ses collègues à des départs volontaires contre un chèque. Et sinon, ils seront licenciés effectivement pour faute grave. Alors, y a-t-il un nombre limité? Est-on tenu par est-ce borné? Oula. Alors, lorsqu'on procède à des départs volontaires, s'il y a un plan de départ volontaire qui est adossé par rapport à un PSE, de toute façon, il faut définir le nombre de départs, ça c'est une obligation légale, qui doivent avoir lieu. Soit le nombre de départs après volontaires a eu lieu, et dans ce cas-là, il n'y a plus de licenciement contraint, soit c'est pas le cas, on n'a pas suffisamment de départs volontaires, et dans ce cas-là, on passe sur une phase contrainte. Donc ça arrive lorsqu'on a un plan de départ volontaire adossé à un PSE.
mais on n'est certainement pas sur du marchandage de tapis. Donc, ce que Mohamed semble dire là, ça ressemblerait de l'extérieur, sans avoir tous les éléments, un petit peu à du chantage à l'emploi. Il y a des cadres légaux pour faire partir les salariés en départ volontaire. Et là, je pense qu'il faut contacter rapidement votre syndicat ou votre conseil pour mettre le haut-là. Il ne s'agit pas que les gens partent dans la nature comme ça. Le chèque, hein, c'est un peu la carotte qu'on agit pour faire sortir les salariés, sauf que derrière, un chèque ne suffit pas. Quand on se retrouve sur le marché du travail, il y a d'autres problématiques pour retrouver un emploi et ce n'est pas forcément le chèque qui suffit à tout ça. Là, c'est un peu alertant, là, ce que vous dites, Mandel. Alors après, Arnaud qui nous demande s'il y a eu une alerte économique. Est-ce que cela a un impact sur la procédure et notamment sur les délais? Alors, il faudrait voir de quoi il s'agit, si vous avez déclenché un droit d'alerte économique ou autre. Les délais que j'ai cités, là, les délais de 2, 3 ou 4 mois selon le nombre de licenciements envisagés, supérieur à 10 et envisagés, c'est lorsqu'on déclenche vraiment une procédure de licenciement économique collectif. Donc, une alerte, a priori, non, il n'y a pas d'impact sur les délais là, de prime abord. Par contre, ça risque d'enclencher d'autres mesures, d'autres décisions d'entreprise derrière. D'accord. Et alors, Marc, qui nous demande aussi, existe-t-il la liste des experts spécialisés dans le domaine des PSE? Et si elle existe, où puis-je me la procurer en tant qu'élu? Alors, je ne sais pas s'il y a des listes comme ça. En général, si vous êtes syndiqué, les syndicats travaillent souvent avec des experts précis. Simplement, c'est un travail très particulier. Le conseil aux représentants du personnel, qui plus est dans une restructuration, c'est vraiment un métier particulier. Donc, si vous avez l'habitude de faire tenir vos comptes par un expert comptable, faites attention, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus approprié. Les grands cabinets de notoriété publique, hein, c'est Syndex, Apex, j'en oublie un. Zut. Ah, celui de… C'est pas grave, tu pourras peut-être nous le redonner en bilan de question. En bilan de question, et puis s'assurer effectivement qu'il y a une liste, et si oui, où est-ce qu'on peut la trouver. Ouais. Alors, voilà, donc je te remercie, Pauline, encore une fois, de toutes ces informations bien utiles en cette période particulière qui pourrait effectivement aboutir à des licenciements, enfin, qui laisse planer le doute sur d'éventuelles procédures de licenciement. Alors, je vous rappelle que nous allons nous retrouver pour un 10e rendez-vous vendredi, toujours sur le Covid, si l'on veut. C'est mettre fin à cette période de confinement et préparer l'après. Et l'après, c'est notamment négocier la formation professionnelle. Et nous aurons le plaisir de retrouver Pascal Lefebvre qui viendra nous expliquer comment on négocie la formation professionnelle dans ce contexte tout à fait particulier. D'autres webinaires sont également à venir, puisque je vous informe qu'avec la Directe, nous allons mettre en place 2 webinaires spécifiques destinés aux élus du CSE autour de la question de l'obligation de sécurité, mais sur un plan plus pratico-pratique, et également sur la notion d'activité partielle, où là aussi, la Directe et l'IREO vont mettre en place un webinaire qui permettra de répondre à toutes vos questions et notamment de comprendre les mécanismes de prise en charge de cette activité partielle qui ont récemment changé. Donc, n'oubliez pas de consulter régulièrement notre site IREO pour trouver les dates de ces prochains rendez-vous ou notre site Facebook. Il me reste à vous remercier tous, encore une fois, de votre participation. N'oubliez pas, avant de nous quitter, de répondre au sondage nous permettant de voir si ce webinaire a complètement répondu ou pas à vos attentes. Je remercie une nouvelle fois Pauline Derville de son intervention. Merci. Et je vous dis à très bientôt et en tout cas à vendredi. Bonne journée.